Monsieur Pascal Georges. Donc, je vais prendre ça. Pardon, merci. Donc, on est en 1940, on est à Ganges, dans l'Hérault. Et là, votre maman a organisé un réseau de résistance et surtout, vous recevez certaines personnes dans un chalet caché dans la montagne. On les appelait les réfugiés à l'époque, d'ailleurs. Voilà un petit peu le nom qu'on leur donnait. On a très rarement prononcé le mot de juif, parce que pour nous, notre tradition cévenole voulait qu'on les appelât souvent les Anciens Testaments. Voilà le nom qu'on leur donnait exactement à l'époque. Et ce réseau démarre bien sûr dès 40, où moi j'étais un gamin, mais comme tous les jours, en plus on s'occupait de leur ravitaillement, on montait tous les jours au chalet. Et quand j'ai retrouvé mon copain Gusti au Luxembourg, la première chose qu'il m'a signalé, c'est que sa grande peur, c'était qu'un jour, on ne monta pas avec ma mère, car ce jour-là, il n'avait pas droit à son goûter. À l'époque, je me souviens, c'était ce fameux chocolat un peu désuet, avec l'intérieur, où se trouvait à l'intérieur de la vanille, et c'est une des premières choses que va me rappeler mon copain d'enfance, Gustave Nussbaum. Alors, je vous interromps là. On est déjà à Ganges, mais avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré en relation avec la famille Nussbaum? Bon, donc ce réseau, cette organisation se passe en collaboration avec ce qu'on appelait l'OSE, l'organisation de l'OSE, on appelait ça l'OSE, et en définitive, c'est une action de sauvetage pour les enfants, mais également pour les parents des Juifs. Voilà un petit peu comme on peut le voir au départ, et c'est sûr que ma mère va se mettre là-dedans, réseau qu'elle va diriger, il faut le dire, d'une main de fer, car à l'époque, le danger, bien sûr, était permanent. Ma mère sera spécialisée, comme je vous disais, en faux papiers, et beaucoup de ces enfants qui voulaient continuer quelques études, sur Ganges, je les amenais aux cours complémentaires avec des faux papiers, des faux noms, sur faux papiers que ma mère avait carrément fait de A à Z. Bon, mais revenons au Nussmann. Comment se fait-il qu'ils soient arrivés chez vous et comment se fait-il que vous les ayez amenés dans le chalet? Donc, ce monsieur Kleeblatt est en définitive le responsable qui va passer l'information de Palavas à tous ces gens juifs, surtout Benelux et un petit peu sur l'Europe de l'Ouest, qui va les informer que ma mère a accepté de les protéger, de les remonter un petit peu au point de vue alimentaire, puisqu'on s'occupait de les faire, de leur ravitaillement, et on s'occupait également de préparer, pour ceux qui le voulaient, un départ sur l'Amérique latine par ce commandant de la marine marchande espagnole, dont ma mère avait reçu pendant 4 ans également, de 36 à 40, qu'elle avait reçu chez elle, logée, nourrie, et elle ne s'occupait que de nous élever, mon frère et moi. Il faut dire qu'elles avaient trouvé cette expression des postes françaises, Franco de port et d'emballage, très marrant, et comme elle ne pouvait pas voir Franco, tous les voyages qu'après ma mère va organiser de 40 à 44,
9 ou 11 personnes, je n'ai jamais su pourquoi, nous allons recevoir cette carte postale de Bilbao, où au dos sera écrit « Madame, sachez que nous vous avons bien reçu votre colis franco de port et d'emballage. » Là, nous savions que nos amis juifs étaient sauvés, puisque là, ils avaient atteint l'Amérique latine. Bon alors donc, on revient en Nussbaum, ils arrivent chez vous en quelle année? 40, début 40. Ils arrivent juin 40, ils sont là. Dès juin 40, ils sont là. Et ma mère, comme je vous disais, va avoir besoin de cette famille qui va loger dans ce chalet familial d'accès difficile, ce qui renforçait un petit peu la sécurité. Excusez-moi, je vous interromps. Votre maman n'avait pas besoin de cette famille. Pas du tout. Voilà. Enfin, elle n'en avait pas besoin. Elle en avait besoin pour fonctionner le réseau. Parce que, sachez que tous les départs, via Bilbao, puis l'Amérique latine, et toutes les arrivées, ne se faisaient que de nuit. Que de nuit. Donc, dans ce chalet, il fallait bien que quelqu'un puisse les réceptionner, et c'est la famille Nussbaum qui va prendre la charge de cette responsabilité qui était quand même très difficile, puisque quand j'ai retrouvé Gusty Nussbaum, 55 ans après, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est que son père n'a jamais couché dans ce chalet pendant 4 ans, que tous les soirs, été comme hiver, il ira coucher à 200 mètres dans un genre de cabane qu'il avait confectionné lui-même, puisque son métier de traiteur à Konsdorf, qu'il avait abandonné, la seule activité qu'il pouvait avoir, c'était, comme le faisaient beaucoup de gens à l'époque, avec les fameux chantiers de jeunesse, à savoir de couper du bois dans cette région des Cévennes et à confectionner ce qu'on appelait ces fameuses charbonnières qui fabriquaient le charbon de bois. Voilà, donc les Nussbaum étaient chez vous, dans le chalet, pas seulement parce qu'ils étaient réfugiés, mais aussi... Ah non, ils servaient la cause que défendait ma mère, qui permettait aux Juifs d'avoir quelqu'un qui les réceptionne, soit pour l'arrivée, ou soit pour les départs qu'elle organisait. Mais eux-mêmes étaient de confession? À lui, M. Nussbaum était de confession juive, alors que son épouse était de confession catholique. Donc il se cachait quand même. Donc il se cachait, et beaucoup de personnes restaient au chalet, ne descendaient jamais en ville. Et je me souviens, en 1943, j'allais prendre des cours d'instruction religieuse, et c'était le jeudi à l'époque, et quand je suis sorti sur le perron de notre immeuble à Ganges, j'ai vu arriver 2 camions bâchés, encadrés de 2 tractions avant, et j'ai compris que c'était la Gestapo qui venait rafler les Juifs. Donc, au lieu de me diriger vers ce cours d'instruction religieuse, je montais sans attirer l'attention, puisque c'était le boulevard principal de ce village, jusqu'à cette petite ruelle où je m'engageais en courant pour arriver pratiquement 10 minutes après dans ce chalet où je savais que les dames juives venaient à tour de rôle au village avec leurs sacs pour prendre quelques provisions supplémentaires. Quand j'arrivais, je leur signalais qu'il ne fallait pas descendre et je repartis aussitôt. Bien sûr, j'arrivais enfin dans ce cours d'instruction religieuse pratiquement demi-heure après, où cette dame patronnesse qui nous faisait cette instruction religieuse me fit remarquer que je n'avais pas de sentiment et de respect et de charité chrétienne alors que j'arrivais en retard. Bien sûr, je ne pouvais pas me justifier, car à l'époque, là-dessus, on nous avait appris à rester muets comme des tombes, à tel point que pendant plus de 53 ans, je n'en parlerai jamais.
Il est vrai que plusieurs choses et plusieurs anecdotes qui sont nombreuses me viennent à l'esprit. Entre autres, en 1943, Madame Nussbaum attendait un heureux événement. Ce fut la naissance de ce second fils, Pierre Nussbaum, qui reviendra d'ailleurs 35 ans après, en voyage de noces dans ce chalet. Il est vrai que ma mère avait prévenu notre médecin de famille pour cet accouchement, mais ce docteur ayant une jambe raide, il mit un temps fou à arriver, aussi bien que ma mère fut obligée d'aider Madame Nussbaum dans cet accouchement. À ce moment-là, nous avions plus de 40 personnes dans le chalet, dont le fameux grand rabbin Kaplan. Je me souviens, il organisa rapidement une cérémonie de circoncision, car comme il y avait plus de 10 hommes, on pouvait former un minyan. Pendant cette cérémonie, avec mon frère Jacques, nous étions perchés sur le grand arbre à l'entrée de la propriété avec cette fameuse cigale, vous savez, la même que celle que les GI américains auront quand ils sauteront sur Sainte-Mère l'église. Car de cet arbre, nous avions une vue sur les premiers abords de notre village en contrebas, car les Boches étaient là à 250 mètres. Il est vrai aussi que les jeux étaient organisés par une des dames qui était là, que je retrouvais d'ailleurs en Belgique, c'est Madame Cerf, qui, elle, nous apprenait dans les bois ces fameuses notions de scout, à savoir éclairer un feu avec du bois mouillé, faire les fameux nœuds marins, essayer de nous diriger dans les bois sans boussole. Ce fut pratiquement une enfance où je peux dire que j'étais carrément intégré à leurs problèmes, à leurs difficultés, mais surtout à leur grande peur. Dans ce chalet, nous allons trouver également ce fameux Léopold Trepper, qui sera le chef de l'orchestre rouge. Il avait roulé la Gestapo lors de son arrestation, et c'est dans les Cévennes où ma mère l'avait récupéré, alors que ce monsieur avait roulé dans la farine un personnage comme Hitler et un autre comme Staline. Je me souviens vaguement de ce monsieur, mais aujourd'hui, cela fait pas mal d'années et je me souviens de lui vaguement. Racontez-moi un peu comment ça se passait pour vous, enfants, parce que vous habitiez au village et dans le chalet, il y avait des réfugiés. Voilà. Alors, par exemple, pour ceux que j'amenais en classe, je m'en souviens très bien, comme tous étaient et parlaient le yiddish, beaucoup ne parlaient même pas le français. Pendant nos jeux, au cours de la récréation, nous avions laissé un peu tomber nos amis français et lors de nos jeux, des fois un peu brutaux, nous parlions et nous faisions avec mon frère Jacques, avec eux, quelques phrases en yiddish. Aussi, ces enfants de la France profonde nous ont traités plusieurs fois de sales boches, alors qu'à l'époque, leurs parents étaient tous pétainistes à 90%. Oui, je vous demandais des choses comme ça. Comment ça se passait? Racontez-moi la route pour monter au chalet, comment c'était?
Alors le chalet était d'un accès, comme je vous avais dit, très difficile. C'était un chemin carrément de charrette, où ce qui bien sûr représentait pour le réseau une sécurité complémentaire, et on montait avec eux, on allait les rejoindre tous les jours, tous les jeudis, tous les dimanches, toutes nos vacances, nous passions nos jeux avec eux. Et souvent, comme il y avait des départs toutes les 3 semaines, souvent je me liais d'amitié, plus que peut-être qu'avec d'autres, et souvent quand je remontais de cela, je ne les trouvais plus. Aussi, je questionnais ma mère en leur demandant, mais quand même, est-ce qu'on les reverra? Et puis, 2-3 jours après, rentrant de l'école, ma mère me brandissait cette fameuse carte postale. Vous savez, nous avons bien reçu votre colis, franco de port et d'emballage. Et là, je savais qu'il serait très étonnant que je les revis un jour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis Parce qu'ils étaient partis sur l'Amérique du Sud. Et là, on savait très bien que, comme ils avaient besoin de quitter cette région de France peu hospitalière, parce que... Attendez, vous aviez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 12 ans. Et à 12 ans, vous n'étiez pas au courant de ce que faisait votre maman, en fait? Eh bien, j'avais quand même des indices. Et on savait très bien ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne fallait surtout pas dire. Puisque, à l'époque, je me souviens quand même, quand on rentrait en classe, il y avait le matin, il y avait la montée des couleurs, avec Maréchal Nous Voilà, je me souviens très bien de cette époque. Ça et les bols de lait vitaminés qui nous donnaient l'après-midi, et où on était obligé d'écouter quand il intervenait ce fameux maréchal débile qui s'appelait Pétain. Ça, je m'en souviens absolument également. Mais vous alliez à l'école donc avec les enfants du chalet? J'allais les enfants, mais pas tous. Par exemple, ma mère ayant fait toutes ses études religieuses à Notre-Dame de la Merci à Montpellier, pour les gens qui avaient des moyens plus importants et qui voulaient donner une instruction là à leur fille, ma mère, qui avait fait toutes ces études-là, a placé plusieurs de ces jeunes filles à Notre-Dame de la Merci, et les garçons, je sais, elle les plaçait en Saint-François-Régis, avec ce fameux abbé Prévost d'ailleurs, qui intervient sur ce départ des enfants de l'Institut marin de Palavas, où plus d'une cinquantaine partira sur Tournemire, et 44 d'entre eux partiront sur Isieux, et on sait ce qui leur est arrivé d'une façon quand même très triste. Mais revenons au village. Ces allées et venues, les enfants qui descendent du chalet pour venir à l'école, vous qui montez constamment avec votre famille au chalet, ça ne pouvait pas attirer l'attention? Eh bien, il faut vous dire que dans ce coin, il n'y avait pratiquement personne. C'est ça c'était... Bon, aujourd'hui, ça paraît un peu irréel, mais à l'époque, sur ces coins-là, il n'y avait absolument personne. Il y avait quand même un instituteur. Il y avait un instituteur, oui, mais il faut dire que avec le maire de Ganges, qui lui aussi d'ailleurs a été juste des nations, tous faisaient partie de ce réseau de protection, faisait ma mère. Il faut savoir qu'à chaque intervention de la résistance, dans le coin, dès qu'il y avait eu un coup de main fait par les FFI ou les FTP, tous ces gens revenaient à la bijouterie de ma mère, rapportaient leurs armes que ma mère cachait dans son énorme coffre-fort. Quant à la cave, c'est là où on avait les explosifs qui nous ont permis en 1944 de faire sauter 4 ou 5 ponts de la région,
où là, avec mon frère, nous avons servi de couverture à mon père, qui était au maquis de l'Égual. Alors justement, attendez un instant. Alors justement, vous parliez des explosifs et vous disiez... Alors qu'est-ce que vous disiez à propos de ces explosifs? Bon, mon père était un entrepreneur de travaux publics. Donc, automatiquement, tous les chantiers, comme plus tard la route à la grotte des Demoiselles, ou en tant qu'étudiant en droit, je ferai tous les tirs de mine pendant mes vacances universitaires. J'avais déjà un peu l'expérience, puisque sur plusieurs ponts, nous interviendrons. D'ailleurs, je me souviens très bien du dernier, qui est le pont de Gorgnès, où, avec mon père, nous avions fait sauter ce pont, ce qui permettait de ralentir l'avance des Allemands, qui se dirigeaient rapidement sur les plages de Normandie, où le débarquement venait d'avoir lieu. Alors donc, racontez-moi quand vous avez servi de... quand votre père vous a emmené sur le vélo. Là. Alors là, pour nous, c'était quelque chose de fabuleux. Enfin, pour moi, je trouvais ça incroyablement intéressant. Et avec lui, nous mettions les charges. On tirait les cordeaux de dynamite qu'on reliait à cette fameuse boîte électrique. Et un jour, sur le pont de Saint-Julien-de-la-Nef, devant cette boîte qui était prête, mon père, qui savait déjà que je savais m'en servir, me dit « Mon fils, comme messieurs les Anglais, tirez les premiers. » Et je sautais comme un cabri sur cette boîte, et puis, sur le sol qui semblait s'ouvrir sous mes pas, j'entendais ce bruit énorme, comme si la terre s'ouvrait sous mes pieds, et le pont partait en éclats. Ça, c'est des souvenirs. Et petit à petit, je vais continuer dans cette voie, puisque je mettrai malheureusement sur mes documents militaires que j'étais spécialiste en explosifs, ce qui me vaudra malheureusement le fait d'être affecté au 1er régiment de parachutistes pendant cette guerre d'Algérie de 1955 à 1958. Revenons aux explosifs. Vous disiez tout à l'heure, vous m'avez raconté l'histoire de votre père qui vous avait amené sur son vélo, etc. Voilà. Est-ce que vous pourriez me la rappeler? Alors, mon père voulait se servir d'un genre de couverture. Et la couverture, pour justifier ces déplacements qu'on faisait à l'époque en vélo. Donc il n'était pas question de sortir les camions de l'entreprise, puisque ça pouvait éveiller l'attention. Mais à ce moment-là, ces 4 ou 5 explosions, nous avions droit à un réveil à 6 heures du matin. Mon père nous installait sur le porte-bagages de son vélo, et je me souviens, comme le porte-bagages était petit pour aller à 2 derrière, mon père avait installé une planche qu'il avait tendue avec un sando, ça je m'en souviens, et on partait tous les 3, comme si de rien n'était, et puis nous arrivions aux charges. Mon père nous installait et nous faisait voir le réduit, c'est-à-dire derrière des rochers où nous pouvions nous cacher dès que l'explosion allait partir, parce qu'il y avait soit des allumages avec cette fameuse boîte qu'on appelle le cordeau détonnant, ou soit des mèches lentes, où là, on avait le temps, avec des brindilles de feu incandescent, d'allumer les mèches, et rapidement, tous les 3, nous allions nous mettre derrière des rochers pour voir en définitive le spectacle de cette explosion qui nous rendait, je me souviens personnellement, qui me rendait fou de joie. J'étais absolument imprégné de cette
histoire de résistance, même si j'étais très jeune à l'époque, j'avais comme l'impression de participer à cette future libération de la France. Alors on va revenir à Gustave Nussbaum. Vous avez donc vécu 4 ans avec lui. Quels sont vos souvenirs du jeune Gustave? Vous savez, avec Gustave, je pense que, comme il me l'a dit, souvent quand je l'appelle pour lui souhaiter la bonne année au Luxembourg, et que je l'appelle, il est entouré d'amis, pas de sa famille, parce que 17 membres de sa famille ont été exterminés à Auschwitz. Et quand je l'appelle, il dit à ses amis de faire un peu de silence, car au bout du fil, il signale à ses amis que c'est son frère du sud de la France qu'il appelle. Et là, c'est des fois des moments un peu difficiles, parce que Gustave Nussbaum, pour moi, représente bien sûr une grande partie de ma jeunesse, mais surtout, c'est une amitié réciproque. Nous savions parfaitement le risque qu'ils encouraient, autant que nous d'ailleurs, puisque beaucoup de pépins sont arrivés avec des gens qui ont caché les Juifs à l'époque, il faut quand même s'en souvenir. Nous, on était quand même au courant de problèmes qui étaient arrivés à différentes personnes qui faisaient ce genre d'activité. Mais quant à nous, parce que souvent, moi je discute avec pas mal de justes, puisque je m'en occupe aujourd'hui, je travaille avec le Yad Vashem de Jérusalem, donc je sais souvent, c'est une famille, c'est 2 personnes, c'est une personne. Nous, c'était comme à la Régie Renault, hein, c'était entre 35 et 40 personnes en permanence, avec un défilé permanent, avec des, comment dirais-je, avec des craintes, avec des peurs. Par exemple, Gustave Nussbaum était un type qui avait la folie de la technique. Et, pour vous dire, à tel point, on avait un ami d'enfance qui tenait le seul cinéma du Patelin. Alors là, il faut que je vous dise, tous les films, on pouvait les voir que de la cabine. Un peu comme dans le cinéma Paradisio. Et à tour de rôle, j'amenais tous mes amis juifs voir un film qu'on voyait que d'en haut. Et Gustave avait vu que les films étaient dans des gros sacs en toile de jute, avec un dessous en bois, et un beau jour, il va kidnapper, alors là ça a été sérieux, il va kidnapper les actualités pâté cinéma de l'époque, je m'en souviens, qui étaient uniquement basées sur la propagande allemande. Bien sûr, dès qu'ils ont contrôlé cette bobine, le propriétaire du cinéma, qui était quand même le père de mon copain Polo, s'est retourné vers nous et a demandé que la chose était grave et qu'il était obligé de signaler la disparition de cette bobine à la Kommandantur à Montpellier. Mais, comme je vivais au chalet en permanence et que j'allais très souvent dans sa chambre, puisqu'il y avait, dans le chalet, il y avait une dizaine de pièces. Je me souviens, il y avait même des tentes qu'on mettait devant ces bâtiments. Pardon, parce que tout le monde ne pouvait pas coucher dedans. Et dans la chambre de mon ami Gustave, j'ai vu pendre, bien sûr, plusieurs longueurs de ces films. Et j'en avertissais de suite ma mère, qui monta avec moi pour récupérer tous ces morceaux de cette pellicule, que
le patron du cinéma allait vite, tant bien que mal, recoller, et l'incident fut clos. Mais il faut vous dire à tel point que ça avait travaillé mon copain Gustave, qui va devenir quand même photographe, premier administrateur d'RTL, qui va faire, pendant 35 ans, il va couvrir les infos du monde. Quand il est venu à Montpellier, il y a une vingtaine d'années, la première chose qu'il a fait, parce qu'à ce moment-là, on ne s'était pas revus, il va aller à la préfecture de l'Hérault à Montpellier pour voir s'il n'y avait pas une trace de la plainte qu'on aurait pu déposer contre lui pour avoir dérobé cette bobine. Bien sûr, s'il m'avait rencontré, je lui aurais dit que l'incident avait été terminé il y avait bien longtemps et qu'il n'y avait pas eu de plainte, puisque ma mère avait fait le nécessaire pour étouffer cette histoire qui aurait pu devenir tragique, non seulement pour ses parents, pour tous les gens qui étaient au chalet, mais pour toute ma famille également. Voilà. Donc, on est toujours avec Gustave Nussbaum. Oui. Donc, une dame qui s'occupait un petit peu à aider le service de ravitaillement du réseau que ma mère a dirigé, c'était une certaine Madame Ribard-Dussert, qui habitait Valrogue. Et je me souviens, quand j'ai fait des recherches il y a 7 ou 8 ans, j'ai voulu prendre contact avec elle, et j'ai eu un monsieur qui avait été un de ses voisins, qui me dit, vous savez, vous la manquez de peu, elle vient de décéder à 104 ans, quant à sa sœur, elle est morte à 106 ans. Ce qui fait que je n'ai pas pu avoir. Mais j'ai su, par mon copain Gustave, qu'elle avait pu finalement leur procurer une petite chèvre qui donnait du lait. Et là, l'ordinaire pour lui était très amélioré. Et je me souviens d'ailleurs de l'endroit où était cette biquette. Il était juste là derrière, l'entrée était derrière. Ça fait partie là on voit un petit peu le haut du grand arbre qui était derrière, et ça descendait en pente sur l'agglomération. Et la biquette, elle était là derrière. Et quand on s'est revus, en plus de ce fameux chocolat à la vanille qu'on lui montait toutes les après-midi, il me dit, mais si un jour tu fais quelque chose, tu écris quelque chose, pense à parler de la fameuse biquette. Parce que nous, cette biquette, c'était un peu comme si avec ma famille, on l'a vénérée. Peu de gens ont l'impression, peuvent évaluer aujourd'hui l'importance qu'avait la bouffe. Et alors avec Gusti, nous avions des goûters avec quelque chose de fabuleux qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'était le raisiné. C'est une confiture qui est faite d'un mélange de raisin et également de figues. Et comme à l'époque, il n'y avait pas ce plastique qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait rien. Bon, après on a mis quelques morceaux de chiffon dessus avec un élastique. Mais nous, à l'époque, on ne mettait rien. Et rapidement à l'air, cette confiture de raisiné faisait une épaisseur d'1 centimètre ou 1,5 centimètre, qu'il fallait crever carrément, et qui avait vraiment un goût de réglisse, bonbon que j'adorais. Et ça, le raisiné, alors souvent quand je vais dans des marchés, là samedi on était à Uzès, j'ai essayé de retrouver cette confiture, et c'est très rarement que je peux en retrouver. Mais avec Gusti, on a parlé du raisiné. Et quand, j'ai une mémoire d'éléphant. Et quand j'ai commencé cette opération, parce que le dossier des Justes, c'est moi qui l'ai monté de A à Z quand même, je me souvenais de mémoire de l'adresse de Gusti, 10 rue de Capellin, Arlon. Mais depuis 53 ans, j'avais plus de nouvelles, pas du tout. Et un beau jour, parce que tout va démarrer avec l'histoire de l'Exodus que je vais voir sur les fameux dossiers de l'écran avec Calais et Jérôme, bon, tout part de là en 87, il y a 15 ans. Et en définitive, quand on va refaire le parcours,
avec Gusti, je ne savais pas comment j'aurais pu lui parler de cette histoire grandiose. Et on va arriver, en définitive, je lui dis, mais il faut que tu les retrouves. Et je vais écrire au maire d'Arlon, et je lui dis, voilà, pendant la guerre, nous avons eu ces gens que nous avons aidés, avec qui nous étions très amis et tout. Est-ce qu'éventuellement, ils sont toujours en vie? Alors là, ça a été fabuleux. Et j'ai écrit ce mot, ça a dû être en fin 87. À l'époque, on habitait avenue de Lodève. Et 10 jours après, à peu près, je vais à 10 h du soir, tu te souviens? Le téléphone sonne. Je dis allô. Et j'entends au bout du fil, allô, avec son accent ashkénaze, à couper au couteau. Je lui dis, il me dit, allô, ici c'est Gusti. Ouh là là. Et alors là, c'est une sensation que je n'ai jamais eue. À ce moment-là, peut-être pendant 60, 70 secondes, j'en sais rien, à ce moment-là, je ne gambergeais plus avec mes 66 ans ou 67 ans de l'époque, hein. Je fonctionnais avec mes réactions d'enfant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais plus ressenti, mais vous dire, en définitive, quelle émotion je pouvais avoir de faire ce retour dans le temps qui était quand même incroyable. Alors, dites-moi, pour terminer l'anecdote des films de propagande allemands volés par votre copain Gusti, qu'est-ce qu'il voulait en faire, hein? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Il voulait en faire des diapositives. Donc, il les retrempait dans un genre de liquide. Enfin, j'ai oublié le nom, moi je ne suis pas technicien comme lui. Pour en faire une photo plus raide. Et sur des petits cartons, qui taillaient avec un rasoir à l'intérieur, il montait des diapositives en 43. Il avait même fait en classe, hein, avec des tuyaux de cuivre, il avait monté un petit canon. Et il achetait un truc à la pharmacie, je me souviens du nom, ça s'appelait du saltrate. C'était un produit blanc qui est explosif, et il mettait une petite mèche avec un truc de laine, il allumait, et poum, le canon partait. Mais c'était un bricoleur fabuleux. Et quand j'ai su après le métier qu'il avait choisi et ce qu'il avait fait, moi j'ai vu des photos où il fait des interviews, où il était surtout photographe au départ. C'est un gars qui a toujours eu la passion de la technique. C'était marrant, mais Gusti, c'est mon enfance. Ça ne peut pas... Gusti, c'est? Enfin, Gustave, on l'appelait Gusti. On l'appelait Gusti. Et souvent, alors on jouait. Alors des fois, il insistait, il était, comment dirais-je, il était très pinailleur. Et on lui disait, mais Gusti, ta mère t'appelle. Il me disait, c'est pas ma mère elle m'appelle à la boche. Parce que sa mère, c'était quelqu'un, sa mère, on aurait dit Hildegarde. C'était des gens absolument charmants. Et quand on était retourné au Luxembourg, elle nous a montré des photos de sa mère jeune, qui était très belle d'ailleurs, sa fille lui ressemble. Et on a toujours sympathisé depuis qu'on s'est revus, et on s'appelle couramment. Vous disiez tout à l'heure, Gusti, c'est... Gusti, c'est mon frère, c'est mon enfance. Ça, c'est absolument... On est parti... Écoutez, on arrivait de Capri, avec mon épouse,
Et dès qu'on a eu le message, on a repris la bagnole, on est monté sur Paris. Paris, on a pris le train, parce que on ne savait pas trop où c'était. Et en descendant sur le quai de la gare, 4 heures, il fait nuit là-haut. Vers le mois de octobre, septembre, il fait nuit. Je les ai reconnus tout de suite. Vous avez reconnu qui? Ben, j'ai reconnu Gusti et sa famille, enfin, son frère qui était... Et c'était combien de temps après? 55 ans. C'est-à-dire, c'était un? Ben, c'était bon... 40, mettons, 44, 2004, ça fait 60, mettons, ça devait faire, c'était il y a 8 ans, 10 ans. Ça va faire 50 ans après. 50 ans après.